Ces visages, bonjour à tous, bonjour monsieur, bonjour madame, ces visages nous viennent quasiment de l'autre bout du monde. Il fait encore nuit, le jour ne va pas tarder à se lever. C'est Lima, au Pérou. Lima est même plus précisément une banlieue de Lima, un bidonville quasiment, qui se nomme Canto Grande. Et Canto Grande, c'est le lieu qu'a choisi, voilà plus de 20 ans, une romande pour aller travailler, pour aller justement au secours de ses enfants. Elle se nomme Christiane Ramsayer. Elle est notre invitée aujourd'hui, l'invitée des Robinson du vendredi. Je vous rappelle que chaque fin de semaine, nous recevons des Suisses du bout du monde. Et cette semaine, c'est donc Christiane Ramsayer avec un certain nombre de ses amis. Nous parlerons de son travail là-bas. Mais tout de suite, chemin inverse, puisqu'un Péruvien, un musicien péruvien a choisi, lui, de faire le chemin inverse et qu'il est venu vivre, jouer et pratiquer son métier en Suisse romande. Il se nomme Malky. Malky, c'est à vous. Même s'il est quelque part sur le pont pour l'instant, on peut saluer tout de même Malky qui va nous rejoindre dans quelques instants sur ce plateau, cet entrepont où nous sommes donc en direct sur le bateau de la TSR ID Suisse, avec, je vous l'ai dit, une série de reportages, un dépaysement fort, je crois, aujourd'hui, autour d'une jeune femme suisse qui, depuis 20 ans, travaille à Lima. C'est à l'origine sa propre initiative. Aujourd'hui, c'est une véritable entreprise. On va en parler avec elle. Christiane Ramsayer, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Contente de vous avoir ici. C'est vous qui avez fondé cette association qui s'appelle Taller de los Niños, l'atelier des enfants. Pourquoi, en 2 mots? Au départ, pour rendre un petit peu de tous les bénéfices dont j'avais joui quand j'étais toute petite, je crois. Et ensuite, probablement, parce que l'impression d'injustice a toujours été quelque chose d'assez présent en moi. Alors, vous avez quitté la Suisse, vous vivez depuis 20 ans au Pérou, 25 ans à Lima, vous y avez fondé famille, mais vous avez laissé la Suisse derrière vous, et cette Suisse s'occupe de ce que vous faites là-bas. Nous avons autour de nous, je les présente brièvement, vous les redécouvrirez tout à l'heure, José Ticon, qui est un membre du comité Taller de los Niños, ou plus exactement Atelier des enfants suisses. On vous donnera toutes les coordonnées tout à l'heure. Le président de ce comité, Michel Etter, mais vous le reconnaissez, il était mardi sur ce même plateau pour tout à fait autre chose, puisque... Bonjour Alex. Bonjour, puisqu'il est scénographe dans la vie et qu'il s'est occupé du musée du Lathénium qui se trouve tout près d'ici. Que dire de Madame Escobar, de prénom Lucie. Lucie. Je ne savais pas si c'était Lucie ou Lucia. Lucie? Oui, on a voulu me donner le petit nom de ma mère qui est Lucia. Donc moi c'est Lucie. Voilà. Alors Lucie, bienvenue à bord. Vous êtes péruvienne, vous êtes allée travailler là-bas, mais en même temps, votre ancrage c'est la Suisse. Oui, c'est ça. J'ai fondé ma famille ici, mais toujours en gardant mes racines. Voilà, et Christine qui est à vos côtés, Christine elle est romande elle aussi, elle est enseignante mais elle s'intéresse à ce qui se passe à l'autre bout de la planète et je dois dire que j'ai eu la chance un peu par hasard de vous rencontrer à Lima chez Christiane Ramsayer au moment où je m'y trouvais
Donc on pourra parler de ce travail commun. Voilà, c'est à peu près ce qu'on pouvait dire sur ce point précis. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre Canto Grande. On est donc à combien? 10 km du centre de Lima? À 14 km. 14 km. Et puis c'est déjà une autre vie, on peut le dire. Je vous propose d'y aller. Vous allez nous dire comment ce lieu est né et ce qu'il est aujourd'hui. L'origine, ça s'appelait d'abord une invasion. C'est-à-dire qu'une invasion, c'est une prise de terrain par la force d'un groupe de personnes organisées comme celles qu'on voit là sur le côté, qui vont s'installer petit à petit. Et ça a commencé en 1978. Nous, quand on est arrivé comme association avec mon amie Célia, il n'y avait rien. C'était un terrain d'entraînement militaire. Il a même fallu amener un trax pour tout niveler. On trouvait d'ailleurs régulièrement des grenades qui avaient été laissées et qui n'avaient pas explosé par les militaires. La majeure partie de la population, c'est des migrants de la zone de Cusco, Puno et un petit peu Apurímac. Et devant un constat comme ça, il n'y a pas parfois l'envie de baisser les bras et d'aller sous des cieux meilleurs? Non, une grande rage. Une grande rage, une immense déception en pensant qu'en 1985, on avait finalement parié pour un nouveau président en disant il est nouveau, ça va changer. Ensuite, en 1990, l'espoir que malgré la violence politique, peut-être qu'il y avait une lueur d'espoir quelque part. Et puis finalement, découvrir que finalement ça avance lentement. Mais de l'autre côté, petitement, à notre niveau, dans cette île, cette oasis qu'on a créée, il y a une amélioration des enfants qui ayant une meilleure préparation enfantine, probablement auront plus de chances de ne pas répéter l'école primaire ou secondaire. Et puis une possibilité de pouvoir faire un impact avec les parents, parce que finalement, c'est les parents qui ont entre les mains le destin de leurs enfants. Alors, Christiane, ce lieu que vous venez de décrire, cette colline ou ces collines de Canto Grande, on le disait, il y a 20 ou un peu plus de 20 ans, c'était pratiquement un terrain militaire vierge. Aujourd'hui, chaque jour ou presque, de nouveaux arrivants s'installent. Ça a été particulièrement le cas au moment où partout ailleurs, on mourait de peur, j'allais dire, et parfois on mourait réellement à cause du sentier lumineux et de la situation du pays. Vous, pourquoi et comment avez-vous jeté votre dévolu sur ce lieu au point d'y être resté depuis plus de 20 ans? Moi, je voulais commencer où personne ne me raconte l'histoire. Je voulais vivre avec les gens la découverte, le grand départ. Je ne voulais pas qu'on me raconte comment on fait pour avoir l'eau, comment on fait pour avoir l'électricité. J'avais vraiment envie de construire avec la population quelque chose de différent. Pas qu'on me raconte après coup ou qu'on me reproche de ne pas avoir vécu les moments les plus difficiles. En fait, vous aviez quoi choisi? Vous aviez choisi le Pérou sur catalogue ou qu'est-ce qui vous avait amené là? Ça a été un pur hasard. Je suis partie d'abord comme volontaire. Et puis après, suite à une anecdote particulière, j'ai décidé de me lancer toute seule pour pouvoir faire quelque chose qui me semblait important. C'était supporter ou apporter un appui aux mères quand elles doivent aller travailler. Alors depuis lors, vous avez fait plein de choses, on va le découvrir au fil de cette émission. Mais enfin, les premières étapes, non pas celles qu'on a pu filmer il y a quelques semaines, mais celles de ce long chemin de 20 ans, les premiers actes et les premières actions qui ont marqué ce long chemin. À part l'ouverture de la garderie, qui était pour nous un moment important, qui était le 1er août 78, après le moment qui nous a plus marqué, c'est 3 mois plus tard, quand une petite élève de notre garderie, Patricia, est décédée de diphtérie. Et le ministère de la Santé m'avait dit, il n'y a pas de problème, on a fait une ceinture sanitaire, il n'y aura pas du tout de danger. Et puis bon, notre élève est décédée 2 jours plus tard. Alors moi j'ai trouvé absolument
insupportable ce manque d'efficacité et surtout, j'ai juré promis que plus aucun enfant sous ma garde ne mourrait pour des raisons que je pouvais éviter. À partir de ça a été compris, on a commencé le système de protection sanitaire avec le centre médical et puis après ça a suivi en fonction des besoins et des demandes de la communauté. Donc aujourd'hui, école, crèche familiale, formation des jeunes adultes, enfin c'est une véritable entreprise à vous toute seule. Je dis vous toute seule parce que vous n'êtes pas très nombreux quand même. Et, je suis l'unique étrangère, Ouais. qui est la chose un peu plus importante. Je crois que les Péruviens doivent faire leur travail, mais on est quand même un petit peu plus de 50. Alors on peut peut-être en quelques minutes voir les lieux. Alors ils ne sont pas forcément très chatoyants. Il faut dire qu'à Lima, la plupart de l'année, il fait toujours un peu gris comme ça. C'est l'effet à la fois du brouillard et de la pollution. Donc je ne dirais pas que c'est forcément l'endroit où on aurait tendance à aller en vacances. Ça, ce sont les immeubles qui jouxtent directement l'école. Voici l'école. Donc elle ne paye pas de mine, en tout cas à nos yeux. Mais je peux attester du fait que pour les gens de là-bas, c'est sacrément important. C'est vraiment une oasis, c'est un endroit où on aimerait que les enfants puissent être correctement soignés, aimés, accompagnés pendant que la maman va travailler. C'est une garderie, la première c'est la garderie qui est ouverte depuis 7 h du matin jusqu'à 5 h de l'après-midi pour que justement il n'y ait pas du tout ces accidents que l'on voit communément qui sont en général les enfants brûlés dans les nattes de paille parce que la maman est absente et qu'il y a un accident. L'enfant frotte une allumette et c'est la tragédie. On dit bidonville, mais c'est vrai que c'est plutôt de la planche et de la paille. C'est ça. Hein. Et quand il y a du ciment, parce qu'on en a vu beaucoup, il ne faut pas trop se confier. À l'intérieur, il n'y a vraiment rien. Ouais. Le mur, finalement, c'est pour se protéger des yeux des autres, souvent. Alors des enfants qui semblent gais, qui semblent en bonne santé, qui, cela dit, chaque matin ou presque mangent des oranges, des bananes, toutes sortes de choses. On a l'impression d'une véritable récréation, mais c'est un petit peu autre chose. Regardez. ¿Cómo te llamas, sí, por ejemplo? Yo, ¿Sí? Mapiel, ¿Y tú? Sergio, Sergio, ¿y tú? Gianfranco, Gianfranco. ¿Cuántos años tiene? 4. Yo se me llamo Nelson. Sí, Nelson. Des mandarines d'une part, des bananes de l'autre, c'est au plus méritant? Non, tous les enfants ont les mêmes droits dans notre garderie. Certains ont plus de droits parce qu'ils sont plus malades. Dans ce cas-là, sont plus dénutris ou malnutris. C'est les enfants qui ont plus d'anémie, parce que tous les enfants sont anémiques. Et pour arriver à résoudre le problème, et puis surtout apprendre aux parents que le problème de l'anémie, ce n'est pas un problème de sirop et de médicaments, mais un problème de nutrition. Nous, on a inventé un petit biscuit qui s'appelle le biscuit enrichi, qui est un petit sablé où on rajoute du sang de poulet que les vendeurs du marché nous offrent. Et ce sang de poulet, c'est du fer, donc c'est un apport pour l'enfant qui permet de soigner l'anémie. Et puis pour nous assurer que ce fer s'installe bien et se colle dans le sang, il faut donner de la vitamine C. Oui, donc même si on n'en a pas, on peut toujours se faire offrir des oranges par les enfants, ils adorent ça. En particulier les offrir à la caméra, il y en avait un peu partout, mais j'espère qu'on a vu à travers l'objectif quand même. Ils sont adorables à part ça. Alors c'est le cas de tous les enfants du Pérou? Et en général, oui, il y a une capacité pour pouvoir dépasser la détresse qui est incroyable. Mais on les voit particulièrement heureux parce qu'ils sont particulièrement aimés. On est aussi surpris, surtout au début de l'année scolaire, par ces visages et ces regards terriblement profonds et craintifs qui en disent non sur une vie qui est vraiment difficile dès le départ. Hein. Alors, Lucie et Christine, vous êtes toutes les deux allées travailler là-bas. Lucie, on l'a dit, vous êtes péruvienne, mais vous vivez en Suisse romande, et ça a été une espèce de retour provisoire. Christine, pour vous, c'était une première expérience au long cours, entre guillemets. D'abord, petite question purement pratique, vous en avez mangé de ces espèces de sablés au sang de poulet? Non, justement, elle me demandait que tu regardais Le reportage? Le reportage. Non, j'ai jamais mangé. Non. Oui.